Bonjour et bienvenue, je suis Clément Arsenault, vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales. Je suis aujourd'hui avec Dany Legge-Giguère, le lauréat du prix de la meilleure thèse 2021 dans la catégorie Arts, Lettres et Sciences humaines. Alors bonjour Dany. Ma Bonjour. première question est plutôt une question de curiosité générale. D'où vous est venue l'idée de faire une thèse sur l'administration forestière en France au Moyen Âge? C'est que jusqu'à maintenant, il y avait eu relativement peu de recherches sur les origines d'administration forestière en France. Puis les sources qu'on avait à ce sujet-là étaient relativement peu exploitées. C'est qu'en fait, on a longtemps cru que ces origines-là se trouvaient dans un document qui s'appelle l'Ordonnance de Brunoy, qui a été promulguée en 1346, puis dans lequel on retrouve un article indiquant que les principaux agents forestiers du roi de France devraient désormais enquêter sur l'état des forêts et s'assurer que les ventes de bois qui étaient faites étaient faites d'une façon à ce que, pour reprendre les termes exacts de l'ordonnance, le bois se puisse perpétuellement soutenir en bon état. Puis, depuis le 19e siècle, en fait, on a surtout focusé sur cet aspect-là, sur cette date de 1346, en fait. Et on a surtout aussi fait de la recherche sur la question des droits d'usage et sur la question du bois de chauffage et du bois d'œuvre. Mais pas du tout sur cette formation d'une administration à proprement parler, d'une administration indépendante, que les archives françaises du Moyen Âge placent plutôt au 12e et 13e siècle. Ça m'a permis de... C'est vraiment de là que vient l'idée de faire une thèse qui s'inscrit vraiment dans un contexte d'histoire de l'environnement là, qui se développe depuis les années 60 et qui permet de porter un regard un peu plus nouveau sur cette question-là. Très bien. Puis pourquoi avoir choisi la Normandie comme champ d'études spécifiquement? La raison est très simple, c'est que la Normandie était au Moyen Âge la région la plus densément boisée de la France médiévale en général. On en voit encore des traces très visibles dans le paysage moderne, même si depuis les forêts ont été considérablement réduites, surtout depuis le 17e siècle. Puis la Normandie, lorsqu'elle a été intégrée au domaine des rois de France en 1204, par Philippe Auguste, a fourni à ces derniers là, vraiment ce que l'historien américain John Baldwin a appelé un conservative impulse. C'est-à-dire que les rois de France se sont rendus maîtres soudainement d'un gigantesque territoire forestier, de très nombreuses et de très riches forêts, qui appartenaient alors au roi d'Angleterre, qui était duc de Normandie. Et c'est cet événement-là qui les a forcés à se pencher sur cette question de comment bien administrer leur domaine forestier. Puis vraiment, ça a créé une variété abondante de sources et de documents médiévaux, malgré les pertes documentaires très importantes qu'on a vécues depuis le 18e siècle et surtout avec la bataille de Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Puis parlez-nous un peu de comment vous avez structuré votre thèse. Ben, j'ai structuré ma thèse autour de 4 points principaux. C'est-à-dire que, en un premier temps, j'ai voulu étudier la composition de ce vaste patrimoine forestier qui appartenait aux rois de France, comment il s'est constitué, comment les rois de France, au-delà de la conquête de la Normandie, se sont rendus maîtres de toutes ces forêts euh, qui peuplaient la région. Alors, euh, et ensuite, j'ai voulu étudier à partir de ce point-là, de cette formation d'un patrimoine forestier, la création progressive échelonnée sur environ un siècle d'une administration particulière dont le but était de répondre aux besoins très importants engendrés par cet ajout au domaine royal. En un troisième temps, j'ai voulu étudier donc en profondeur les modalités selon lesquelles les forêts du domaine royal français étaient administrées, exploitées, mises en usage et conservées par
ces nouveaux administrateurs, ces nouveaux agents du roi qu'on appelle les maîtres des eaux et forêts. Et comment cette attitude-là qu'ils ont prise envers les forêts pourrait être qualifiée de première politique forestière de la France médiévale. Puis enfin, après avoir élaboré autour de ces 3 points-là, j'ai voulu montrer comment cet espace-là, comment la forêt est devenue au Moyen Âge un espace extrêmement judiciarisé, comment leur surveillance et leur contrôle euh, toujours plus serrés, toujours plus importants, répondaient à des règles elles-mêmes toujours plus strictes. Comment de ce système-là est venu de nombreux problèmes, notamment de nombreux conflits d'utilisateurs, de nombreux conflits entre le roi et ses sujets, et des amendes toujours plus importantes, une surveillance toujours plus intense de ces ressources-là. Très bien. Et parmi tout ça, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus intéressant dans le cadre de vos recherches? Ce que j'ai trouvé de vraiment très intéressant avec ces longues années de recherche, c'est vraiment l'existence très claire dans les sources que j'ai consultées d'une nécessité pour les rois de France de conserver et de gérer de façon durable leurs forêts, ainsi que la capacité de ces documents très anciens, qui sont vieux de 7 ou 8 siècles, à traduire une relation qui existe déjà entre les pouvoirs publics et les ressources naturelles et l'environnement. Ce qui témoigne d'un niveau assez fort d'interaction là, entre environnement et pouvoirs médiévaux, société médiévale. Il y a aussi l'idée que ces forêts-là, les forêts du Moyen Âge, n'étaient pas des espaces boisés au sens moderne, c'est-à-dire des espaces boisés continus, peuplés seulement d'arbres, mais plutôt des zones légales qui comprenaient des bois, des landes, des terres agricoles, des villages, des marais et toutes sortes de caractéristiques géographiques comme ça. Mais finalement, la question qui brûle probablement toutes les lèvres, qu'est-ce qui explique la disparition de ces vastes forêts normandes? Bien, à mon sens, c'est moins les défrichements qu'on connaît assez bien, les défrichements qui ont lieu au Moyen Âge central, la colonisation vraiment des forêts par des abbayes, par des monastères, par des villages. C'est moins ce phénomène-là, même s'il contribue énormément, que le changement vers la fin du Moyen Âge, surtout marqué par la guerre de Cent Ans, durant lequel les forêts, le bois surtout, deviennent une ressource militaire, ça devient un enjeu stratégique pour les rois de France dans un contexte de guerre contre l'Angleterre. Les forêts fournissent du bois d'œuvre pour les fortifications et surtout pour la marine, ce qui explique un recul important des forêts, non seulement en Normandie, mais en général en France. Et ce recul-là est particulièrement visible dans la région que j'ai étudiée, puis s'accélère vraiment de façon importante, encore plus importante à l'époque moderne, sous Louis XIV, alors que l'état de guerre quasi constant de la France demande le maintien d'une marine moderne, d'une marine efficace, ce qui demande toujours plus de bois, ce qui demande toujours plus d'exploitation, et ce qui finalement accentue la pression sur les forêts, pression qui dure depuis déjà plusieurs siècles à ce point-là, et qui finalement brise cet équilibre et ce qui résulte en ces très petites forêts qu'on retrouve aujourd'hui en Normandie, de ces très petits bois qu'on retrouve un peu partout. Je vous remercie beaucoup, Dany, pour cet entretien fort intéressant. Et encore une fois, je tiens à vous féliciter pour l'obtention du prix de la meilleure thèse des études supérieures et postdoctorales. Merci. Merci beaucoup.